Je peux finir ce que je disais sur la beauté de Chiara Mastroianni. Ah, Bien sûr. Parce que non, mais est-ce que ça a été coupé Mais on est en direct, ça n'a pas été coupé. Voilà, non, mais Chiara a enchaîné et elle avait raison. Ah, elle a C'était enchaîné. elle qui était interviewée, pas moi. Et je alors trouve que la beauté n'a aucun intérêt, quoi, s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Et comme ce qu'avait Bette Davis, Ingrid Bergman, sa mère, Chiara, Charlotte Gainsbourg et bien d'autres acteurs ou actrices qui nous donnent à rêver. Enfin, Gérard Philippe. Est-ce que vous parlez aussi un peu pour vous, Marc? Ah, pas du tout, non. Moi, je ne m'intéresse pas autant que tous ces gens qui m'intéressent. Oui, mais quand même un peu. On a dû vous dire que vous étiez beau. Alors, je vais vous enlever. Vous l'avez enlevé tout seul. On va récapituler un peu votre parcours. Au début, c'était un peu Minet, hein, quand même. J'étais Minet. Ah ouais. Fais gaffe à ce que tu dis. La preuve en image, alors, avec Gaël Legras. Il y a une vingtaine d'années, Marc Lavoine est placeur à l'Olympia. Mais avec sa bonne petite tête de playboy, sa carrière artistique démarre en trombe par une apparition dans l'inoubliable série Pause Café aux côtés de Véronique Jeannot. Enfin merde, je me suis pas crevé le cul jusqu'à maintenant pour m'arrêter là. Pour une biguine avec toi, envie d'une biguine avec toi. Mais après cette performance d'acteur, il rencontre très vite le succès comme chanteur en sortant 2 tubes coup sur coup. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. En 84, les yeux revolver sont sur toutes les lèvres, 700 000 singles vendus. C'est foutu. Cependant, on comprend aussi qu'il ne tient pas uniquement à être perçu comme le beau mec un peu sentimental. D'où quelques choix qui peuvent paraître parfois surprenants. Son premier spectacle était La Cigale, c'était très décapant. Il arrivait déguisé quasiment en femme travelo et puis il arrachait sa perruque et en dessous il était totalement chauve comme dans Le Plus du monde est tellement con. Et là démarrait le concert. C'était vraiment... je sais que peu de gens ont vu ce concert parce que c'est pas un concert qui avait très bien marché, mais le souvenir et le bouche-oreille qu'il y a eu derrière a vraiment été génial. C'est alors que commence le paradoxe Marc Lavoine. À l'époque, tout semble lui réussir, son 3e album se vend à 400 000 exemplaires et au cinéma, il fait même plusieurs apparitions, parfois très intéressantes. J'ai vu la petite avec le string blanc, les chaussures. Et l'autre casquette, lunettes noires, chatte épilée. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots. On a donc l'impression que tout marche pour lui, d'autant plus que ses singles tournent beaucoup à la télé et à la radio. Cependant, ses ventes d'albums ne dépassent que très rarement les 50 000 exemplaires. Même lorsqu'il fait appel en 99 à Pascal Obispo et surtout Jean-Jacques Goldman. Marc, ça a toujours été comme ça, même de l'époque où on était tout le temps ensemble. C'était même douloureux à vivre, parce que quand on fait une chanson comme Toutes mes excuses, qui est vraiment une très belle chanson, et sur le moment on se rend compte qu'elle est refusée par le public, c'est toujours dur à vivre, et puis aujourd'hui elle est là. Peut-être, oui, il y avait peut-être une forme de snobisme. Genre ça va, les yeux revolver, le bellâtre, c'est bon quoi. Alors bien sûr, quand il décide en 98 de remonter sur scène, après 10 ans d'absence, ce n'est ni au Stade de France ni au Zénith. On a écumé les salles des fêtes, les arrière-salles des fêtes, les arrière-salles des fêtes. Je dis ça parce que on s'est retrouvés dans des situations des fois assez cocasses, à se changer dans la salle des mariages d'une mairie, dans un petit village perdu. Donc c'était vraiment une aventure humaine très intéressante. Sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Désormais, l'histoire entre Marc et son ancienne maison de disques BMG est terminée. Et pour le hisser au niveau des ventes de Pagny ou Obispo par exemple, son nouveau partenaire Universal a cette année beaucoup investi dans la promo de son dernier album, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. L'essentiel maintenant pour lui est de confirmer sur scène à partir du mois de mai. Là où il ne sera d'ailleurs toujours pas au Stade de France, mais à Paris au théâtre des Jazets qui contient 500 places. Et Marc Lavoine
Lavoine qui a du succès. C'est pas le théâtre des Jazés parce que maintenant c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Donc au moins déjà le double en capacité. Ouais, le de Jazet, c'est 700 places et le théâtre de la Porte Saint-Martin, je crois que c'est 1000 places. Il faut que vous m'expliquiez un truc. Moi, je connais toutes vos chansons par cœur, comme tout le monde. On vous connaît depuis je sais pas combien d'années. J'étais persuadé que ça cartonnait commercialement parce que, bah voilà, Marc Lavoine, il fait partie du patrimoine musical. En préparant l'émission, j'ai découvert que non, en fait, c'est le dernier album qui cartonne à ce point et qui... J'ai fait 8 disques, Marc. Alors, est-ce que tu veux qu'on tienne la comptabilité des 8 et je te donne les chiffres de chacun, mais ça intéresse personne. Enfin, tous les gens, les nombreuses personnes qui nous regardent ce soir... On le souhaite. ...ne sont pas très intéressés par... Il y a eu des petites erreurs dans le... Moi, j'en compte 11. Non, j'ai fait 8 disques. Malgré mon grand-père... Oui, moi, je compte les lives. Ah, vous comptez les lives. Non, moi, je compte pas les lives. Ni les compilations. Non, je crois que c'est un peu comme tous les artistes, enfin, les petits, les grands. Une carrière, c'est un long chemin. Moi, j'ai commencé dans Pause Café, j'avais 17 ans. J'en ai 40 aujourd'hui, ça fait 22 ans que je vis de mon travail. Ouais. Que mes enfants et ma femme peuvent vivre grâce à ce travail-là. Ça, c'est déjà très important. Ouais. Ensuite, il y a le Polaroid dont vous parlez. C'est-à-dire, tous mes albums, quand on dit 50 000, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu dévalorisant pour les gens qui achètent mes chansons aussi. C'est jamais arrivé de vendre 50 000. 50 000 jamais. Non. Mais vos camarades de jeu qui sont des vrais... 70 000 si on veut être vraiment précis sur deux albums. Mais je crois que surtout ce qu'il faut c'est être libre et faire les chansons qu'on veut faire. Quand on fait C'est ça la France, on sait qu'en France il y a 60 ou 30% de gens qui sont antisémites ou racistes. Ouais. Et moi je suis contre. Moi j'aime Yannick Noah. Mais regardez, Marc, votre camarade de jeu, Fabrice Aboulker, il disait, est-ce qu'on veut bien croire, quand on a des aussi belles chansons, c'était douloureux à vivre. Est-ce que c'était douloureux à vivre? Non, j'ai jamais été, non, je n'ai que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Écoutez, j'ai commencé, je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans, ouais. Je suis arrivé à l'Olympia. Tout gamin. J'ai pris des cours de théâtre dans une compagnie, je venais du football et des colonies de vacances, des aventures collectives. Je me suis retrouvé dans des castings, j'ai pas aimé courir plus vite que mes copains, ouais. J'ai fait de la musique. Je suis revenu au cinéma après quand on me proposait des projets où j'avais pas besoin de pousser un camarade pour prendre sa place. Ouais. Car pour moi, la démarche individuelle n'est pas la mienne. J'aime travailler dans des projets, j'aime travailler comme travaillaient les équipes qu'on connaît, celle de Dulin, celle de Molière, celle de Villard. Et moi, je viens du théâtre, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me motive. Et la musique, je la conçois comme ça, je conçois mon métier avec des gens que j'aime. Je suis constitué de tous les gens qui se sont mouillés avec moi, que ce soit Catherine Ringer, Fabrice Aboulker, mes amis, Pierre-Alain Simon, tous ces gens avec qui je vis depuis 22 ans, avec qui j'ai une aventure fantastique parce qu'on vit de petites chansonnettes. Vous avez commencé dans un groupe de hard rock. Oui, mais j'étais un peu un Julio Iglesias de hard rock, n'est-ce pas? Un Julio Iglesias de hard rock. Il faut que vous nous expliquiez alors. Ça s'appelait Your Vice, c'est oui, ça? En français, votre vice. Ça donnait quoi? C'était des gens chevelus avec des guitares électriques, des batteries, et puis ça tapait très fort et je devais crier pour me faire entendre. Parce que moi, je ne fais j'ai pas de famille, j'ai pas envie d'être segmenté comme ces métiers le sont, où les gens ne se rencontrent pas. J'ai fait ce métier pour aimer, pour rencontrer des gens, pour jouer avec des grands acteurs, des grandes actrices, des grands metteurs en scène, travailler avec des grands musiciens, rencontrer des gens qui me... Je suis constitué de tous ces gens-là. Mais tous ces gens-là, quand on les interviewe et qui racontent un peu le parcours, moi je me souviens du spectacle avec le crâne rasé. Est-ce qu'aujourd'hui, disons, pour toucher un très large public et assurer le succès qui est le vôtre aujourd'hui, vous êtes obligé de vous lisser d'une certaine manière et de moins déranger et d'être, disons, plus consensuel, ce qui serait logique, parce que c'est peut-être juste la maturité, l'envie de... Non, pas du tout. Je fais les chansons que j'ai envie de faire. Il se trouve que sur mon album, il y a un duo avec Swan Massy sur la ville de Paris, sur la chanson Paris. Je pense que c'est un acte important dans les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Militant. Non, c'est un acte. On n'a même pas besoin d'en parler. Juste il faut chanter. faire les choses. Il faut être avec des gens qu'on aime, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, protestants, noirs, blancs. Moi, j'aime les gens. J'aime ce métier. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Je trouve qu'on touche à la grâce, on devient presque immortel, on oublie ses maux de tête, ses ennuis, on fait passer des textes merveilleux, on peut parler de la guerre d'Espagne, rafraîchir la mémoire, parler
des choses importantes de ce monde. J'ai appris à discerner les choses avec Buñuel, avec Tati, avec... Mais en fait, on a l'impression que quand vous parlez que vous êtes quelqu'un d'extrêmement cérébral, de quelqu'un d'engagé, de J'ai quelqu'un un petit vernis qui me permet de faire la blague à la télé parce que le niveau n'est pas très haut. Ouais. Mais même dans les chansons, en tout cas, on a l'impression que c'est, disons, aujourd'hui assez commercial, ce qui n'est pas une critique. Moi, j'adore, j'écoute ça en boucle. Et on a l'impression que d'une certaine manière, vous avez lissé votre militantisme, non? Non. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur du commercial. J'aime aller dans les magasins, voir les caissières, parler avec elles, parler aux gens qui tiennent des stands de disques. Ça m'intéresse. C'est pas que ça, le commercial. Parfois, tu as envie de faire une chanson sur la prostitution. J'en ai fait 3 ou 4. C'est un sujet qui m'intéresse parce que... Aujourd'hui encore? Pas que ça vous intéresse, évidemment, que vous le chanteriez aujourd'hui. Non. Comment un artiste, c'est pas un disque, c'est pas une chanson, c'est pas 5 minutes de sa vie. Un spectacle, on propose des chansons. C'est ça la France, Paris, ou des chansons sur la prostitution, puisqu'on dit que l'esclavage a été aboli et que c'est faux. Autant ne pas vivre dans l'hypocrisie. Je trouve qu'il y a des sujets très importants. Simplement, on fait des chansons de variété, voilà. Et on passe à la radio. Alors parfois, on a envie de dire des choses simples. Cette chanson, le duo avec Christina Marocco... Ouais. C'est là qui fait vendre aujourd'hui à ce point l'album. Ce sont 2 personnes qui se séparent, qui vivent ensemble sans se voir. J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Il y a des phrases extrêmement désespérées dans cette chanson. Pourtant... c'est comme dans les films. Voilà, donc ça n'a aucun rapport. Je crois qu'il y a des moments où, dans la vie de tout le monde, dans tous les métiers, dans tous les couples, il y a des moments où c'est... Dur. Pas dur, non, pas dur. Ce métier n'est pas un métier dur. C'est un métier quoi, alors? C'est un métier extraordinaire. C'est un métier où on peut toucher l'enfance de chacun. Une chanson, c'est fantastique parce qu'on a un rendez-vous émotionnel avec des gens qui vous connaissent si bien, qui vous reconnaissent parce qu'ils sentent les mêmes choses que vous. C'est là quand vous dites vous reconnaissent, quand on écoute encore une fois les gens qui ont suivi votre parcours, ils disaient on le prenait pas pour ce qu'il était. Il était snobé parce que c'était le chanteur à minette alors que ce n'était pas que ça. Mais je suis fier d'être... C'est quoi une minette? C'est une fille qui a 14 ans... C'est moi. Une vieille minette alors. Moi, je refuse complètement le mépris qu'on a sur les... Mais c'est pas du tout un mépris. Si, quand on dit c'est des chanteuses à minettes, etc. Les minettes, c'est filles de 14 ans qui sont des gens fantastiques. Quand on a 17 ans, on est fantastique. On est beaucoup plus grand quand on est petit. On a plus d'ambition, on a plus de courage, on dit plus les choses, on aime plus les gens. Et puis après, on finit par devenir un bon adulte. Il n'y a plus une oreille qui dépasse. On est presque même prêt à dénoncer son collègue de bureau, etc. Moi, ça me plaît pas, cette vie-là. Moi, j'aime la vie des adolescents. Je trouve que les adolescents sont des gens... Il y a un film qui s'appelle Virgin Suicide, que je trouve fantastique, parce que ça résume exactement ce que j'aime dans la vie de ces gens-là. C'est une pureté exceptionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous avez du mal à vieillir? Non. Ou de vivre au milieu d'adultes, quoi, je veux dire. J'ai été rattrapé par la Manche, par des gens avec lesquels je bosse depuis une douzaine d'années et qui ne sont pas respectés dans cette société, dont on ne connaît même pas leur existence, enfin on l'occulte. Et je trouve que ça, cette petite chose qui fait que d'un coup... on a envie d'aimer, on a envie d'être ensemble, on a envie de construire quelque chose de bien. Il y a trop de choses malheureuses et horribles dans ce monde-là. Donc on n'a pas le droit de se gâcher cette vie qui est fantastique et qui nous anime. Je vois Jean-Pierre Coff parler, bouger, ça me fait plaisir de le voir. Il est en relief, il est en couleur, il a un beau costume, il est vivant et ça me plaît. Je pense que c'est de ça dont il faut parler. Mais Marc, vous comprenez que ce que vous dites, et ce qui fait que certainement les gens doivent le percevoir, c'est pour ça qu'ils vous aiment, c'est aussi très loin de l'image qu'on a un peu de vous à travers les magazines People, à travers tout ça, non? Non, je crois du pas. tout. Non, je pense que les gens me connaissent. On vous voit beaucoup dans les fêtes, dans tout ça, ce qui n'est pas une critique en soi. Est-ce que vous avez entendu Quand je suis arrivé à 17 ans à Paris, les gens qui m'ont recueilli ne sont pas des gens qui étaient dans les cours de théâtre, les jeunes qui... C'était quoi? C'était le showbiz? C'était les gens de la nuit qui m'ont accueilli, oui. Et c'est là où vous êtes bien aujourd'hui? Bah, je les aime bien, les gens de la nuit. Ouais. Est-ce que vous avez entendu le nouvel album de Renaud qui sort dans un mois et demi, qui est exceptionnel? Il y a une chanson qui s'appelle « Je vis caché ». C'est la 3e. Moi, je vis couché. Couché? Allongez-vous. Il dit « Loin des projets, loin des télés et des animateurs blaireaux », je vois de qui veut parler, loin des boîtes, des fêtes branchées, de la jet set et du showbiz, loin des premières où tout Paris vient poser sans scrupule. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard avec mes potes, des vrais, loin de ce monde de fêtards.
Vous, est-ce qu'on peut dire que c'est exactement l'inverse? Est-ce qu'on peut dire que vous, c'est Moi, exactement je suis très ami avec l'inverse? Pascal Nègre, avec Pierre-Alain Simon. Pascal Nègre, c'est le patron d'Universal. Bon, on s'est connus il y a 20 ans, il était jeune journaliste, il faisait sa première interview, moi aussi. Bon, voilà, je l'aime beaucoup. Toutes les critiques envers lui me déplaisent. Mais là, parce je que ne c'est critique pas quelqu'un de Pascal fantastique. Nègre une seconde. Non, non, mais quand on critique le show business, quand on critique les gens de ce métier, ce sont des gens merveilleux. Il n'y a pas un acteur avec qui j'ai tourné, que ce soit Cluzet, que ce soit Trintignant, il n'y en a pas un depuis lequel j'ai entendu un mot raciste ou antisémite ou violent. Il n'y a pas une personne dans le show business, qu'on parle de Pascal Nègre, ces gens-là, j'en entends pas un avoir un discours violent. Non, on ne peut pas dire non plus que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Je ne parle pas pour Pascal Nègre qui est un garçon charmant, effectivement, mais dans le showbiz, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est nulle part comme ça. Vous rencontrez peut-être les personnes qui sont... Vous m'envoyez les mauvais, ou alors je les attire peut-être, et vous attirez les bons. Moi, je vois que Pascal Nègre, par exemple, depuis qu'il est dans ce métier-là, il y a un développement du bassin méditerranéen, de l'Afrique en France. Je comprends ce qui est vrai, mais comment vous expliquez alors qu'ils attirent, un gros groupe comme Universal attire autant de saloperies? Non, mais ce qui est la réalité. Ce qui est la réalité. Comment vous expliquez? Regardez, les Noirs Désirs, par exemple, aux Victoires de la musique. Mais c'est bien ce qu'ils font, les Noirs Désirs. Ils ont raison. Il faut jamais laisser les gens tranquilles. Il faut toujours les pousser un petit peu, même quand ils sont bien. Parce que sinon, on s'installe dans un fauteuil et c'est très mauvais pour nous. On a besoin d'être critiqué, ça nous remet en question, on se pose des questions. L'échec, parfois, est très important, mais ça doit nous construire. Ça ne doit pas nous détruire. Nous, les artistes, on n'est pas là pour être détruits. On est là pour construire, pour aimer les gens, pour tendre une main. Et pour passer une heure tranquille en train de chanter des chansons, on fait de mal à personne. Non, ça c'est sûr. Et on est facile à déstabiliser. On a des paillettes dans les cheveux, on est un peu naïf, on chante des chansonnettes. Vous avez des paillettes dans les cheveux? Non, mais c'est vrai. Je comprends ce que... Voilà. Donc c'est facile de nous taper dessus et de nous dire ah ouais, c'est de la crotte, etc. Les gens qui critiquent la Star Academy, ils critiquent les jeunes qui sont dans la Star Academy, par exemple. Non, pas que les jeunes. Ils critiquaient ici. Zazie est venue ici, elle ne critiquait pas les jeunes de la Star Academy. Elle critiquait le système de la Star Academy. Oui, mais qui est critiquer vraiment. C'est quoi votre avis sur la Star Academy? Les artistes, ils ont des télés à faire. Elle n'y est pas allée, en l'occurrence. Mais elle va sur TF1, donc on ne va pas commencer à critiquer ceux qui ont le pouvoir. On critique les petits jeunes qui ont 19 ans. C'est quoi votre avis, vous? C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux dire par là qu'il y a il y a quand même, on parle de nous. Quand les gens parlent à la télé pour défendre une sorte d'éthique, ils parlent surtout d'eux, de leur expérience. Et moi, la souffrance que je peux avoir, qui est toute petite, ne masque jamais celle des autres. Je pense qu'il faut être un tout petit peu... comme disait Chiara tout à l'heure, tout petit peu tranquille. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez toujours été? Ouais, je crois. Ariane, vous avez l'air inquiète? Non, pas du tout, je l'écoute très attentivement. C'est quoi votre avis, juste en deux mots, sur la Star Academy? Parce que j'ai pas... J'ai pas d'avis, moi. J'ai pas d'avis dessus, mais je trouve que c'est un peu exagéré. C'est une critique facile, quoi. Comme ça, je trouve ça un peu fastoche. Vous avez vu, Jean-Pierre? Les jeunes de 19 ans, voilà. Star Academy, tout ça, Love Story. Bon, c'est pas la même chose. C'est dingue de toujours assimiler l'un à l'autre. C'est quand même pas tellement la même Allez-y, chose. Chiara, allez-y. Non, mais je veux dire, c'est Vous pas avez la vu même Love Story? chose. Hein? Le nouveau? Ouais. Non. Vous avez raté. Pardon, mais on se rend peut-être pas compte de la gravité de ce qu'il est en train de dire. Si, tout à fait. Parce que c'est très important, il est en train tout simplement de prêcher la solidarité entre les uns et les autres, la convivialité, le fait que effectivement la moquerie sur mon combat sur la nourriture, c'est que les gens mangent plus ensemble. C'est aussi con que ça. Il le dit d'une autre manière que moi, mais en réalité, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se parle. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'utopie là-dedans? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'utopie là-dedans? Mais tant mieux si on est utopique. Il faut être utopique dans la vie. Est-ce que vous croyez que tout ce public qui est là, il n'est pas utopique en venant nous voir? Il est forcément utopique. Que, pardon? On ne peut pas me dire aujourd'hui que les poésies d'Apollinaire, de Rimbaud, de Lorca, que les films de Buñuel, que les œuvres de Picasso sont des choses utopiques. On ne peut pas me dire ça. Toute l'histoire du monde nous est racontée par ces gens-là. C'est par eux que vous les connaissez. C'est Victor Hugo, c'est Zola, c'est Jean Genet, c'est tous ces gens-là qui nous ont raconté la vie. Donc c'est pas des gens utopistes, c'est des gens qui créent des passerelles entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et alors aujourd'hui, je poursuivais parce que je ne comprends pas la suite. C'est pour dire l'utopie. Si l'art était une utopie, si les combats que nous menons pour juste dire je t'aime, c'était de l'utopie, le mot amour n'existerait pas. Or il existe et moi j'y crois. C'est un mot auquel je crois. Bon. Et c'est pour ça qu'on fait ces métiers, je crois. C'est juste parce que. Donc on va partager l'amour avec vous au Théâtre de Paris. D'abord, et puis après. Vous m'avez ému, Marc. Je vous ai ému. Alors, donc vous avez piqué le verre de Doc Gynéco, vous, hein?
Vous m'avez ému, C'est pour ça que vous buvez autant d'eau. je bois de l'eau parce que vous m'avez ému, j'ai un petit peu Vous êtes, dans la bouche. fragile, sensible, je veux dire. Non, non, pas du tout, mais... c'est moi vous qui ai un touchez pouvoir souvent de... à des sujets qui sont les fondations de nos désirs. Quoi, de pourquoi, à 14 ans... comment tu vas? Oui. Les gars. Je sais plus ce à que 14 ans. Oui, pourquoi un mec, pourquoi une fille, un type de 14 ans décide d'un coup de choisir ce métier, ces métiers-là, que ce soit du théâtre, de la littérature, de la sculpture, de la photographie. C'est bien qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, on se ressemble. On a quelque chose en commun, un rendez-vous. Je crois que c'est pas sans importance, voilà. Et surtout dans des périodes difficiles où les gens ont du mal à y arriver. Je pense que c'est important pas qu'on prenne au sérieux ça, mais qu'on ne fasse pas de dérision et qu'on écoute. Voilà, je crois, ouais, c'est important. Bon, on viendra vous écouter chanter en tout cas. Non, pas pour moi. Mais moi je parle pour moi.